Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live métier. Je suis Nicolas, je travaille chez Chance dans l'équipe produit en tant que Head of Design. Je suis content de pouvoir animer aujourd'hui cette conversation avec Magali, qui est Acquisition Manager. Merci d'être là Magali, merci de prendre du temps pour nous. Avec plaisir. Avant de commencer, pour donner un petit peu de contexte, parce que tout le monde ne connaît pas forcément Chance, il faut savoir que Chance est un bilan de compétences et une communauté d'entraide. Qui vous permet de vous aider à trouver la voie professionnelle qui est faite pour vous, ou simplement de vous aider à redonner du sens à votre travail. Et dans le cadre du parcours Chance, si vous réalisez que vous n'êtes plus aligné avec le métier que vous faites, on vous invite à aller parler avec différentes personnes, des professionnels, leur poser pas mal de questions pour vraiment connaître la réalité de leur métier et savoir si c'est quelque chose qui pourrait vous convenir, vous, si vous deviez changer de métier. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec Magali, qui va donc nous parler de son métier de Acquisition Manager. Avant de débuter, petite précision, il s'agit d'un live interactif, donc évidemment, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, on vous demande de ne pas hésiter à nous poser des questions dans le chat, si vous avez, si pendant que Magali parle de son parcours, de son métier, vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les partager. Et avant de commencer d'ailleurs, pour s'échauffer un petit peu les doigts, ce que je vous propose, c'est de nous dire d'où vous nous écoutez, d'où vous nous regardez dans le chat. En ce qui me concerne, je suis à Maison-Alfort actuellement, en région parisienne. Est-ce que Magali, je peux te demander où tu te trouves? Tout à fait. Je suis à Brenois, également en région parisienne, dans l'Essonne. Fabuleux. Je vois que les gens commencent déjà à taper. J'attends impatiemment de savoir où se trouvent les gens qui nous écoutent. Issy-les-Moulineaux, région parisienne. Anglais, Pays Basque. Madeleine. Charlie Épernay dans la Marne. N'hésitez pas à partager au fur et à mesure. On vous lit, on vous suit, et c'est moi qui remonterai les questions à Magali pendant le live, si vous en avez. Eh bien écoute Magali, avant de parler de ton parcours, ce que je te propose, c'est peut-être, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas ce qu'est l'acquisition, peut-être que tu peux nous parler de ce qu'est l'acquisition et ce qu'est le rôle de Acquisition Manager. Alors l'acquisition, c'est un terme qui porte bien son nom. En fait, c'est l'idée d'aller chercher des gens, d'acquérir des gens, pour les amener sur votre produit, dans votre magasin, qu'il soit en ligne ou physique. Et l'acquisition, c'est ce pour quoi on paye. Donc l'acquisition, ça prend plusieurs formes. Ça peut être de la publicité, qu'elle soit physique sur des affiches, sur des panneaux d'affichage, ou alors qu'elle soit en télé, ou bien même sur les réseaux sociaux. Et le métier d'acquisition manager, c'est de concevoir, mettre en place toutes ces campagnes qui visent à faire venir des gens pour qu'ils achètent votre produit ou qu'ils vous connaissent tout simplement. Et ensuite d'analyser les performances de ces campagnes. C'est-à-dire que c'est un métier qui est à la fois assez créatif, parce qu'on travaille notamment avec des designers, parfois avec des agences de créa, mais qui est aussi surtout très chiffres, très orienté chiffres et analyse. Donc ça, il faut le savoir. Si vous n'aimez pas les tableurs Excel, c'est pas forcément un métier qui est fait pour vous. Et le rôle d'acquisition manager, c'est vraiment de coordonner toutes ces stratégies et de définir sur quel médium il est plus juste d'investir pour arriver à notre objectif de par exemple, nous, chez Make.org, de participation à nos consultations citoyennes, ou par exemple à vos objectifs de vente ou à votre objectif de trafic vers votre magasin. Super. Merci beaucoup. Je pense que c'était très clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, comment tu es arrivé à ton poste aujourd'hui d'Acquisition Manager? Tout à fait. Eh ben, Stéphanie, je connais bien Issy-les-Moulineaux car j'ai travaillé assez longtemps dans la région, car j'ai fait 10 ans de carrière chez TF1. Donc initialement, qui avait des bureaux à Issy-les-Moulineaux et à Boulogne. Je suis rentrée là-bas, je travaillais pas du tout dans le digital, et au fur et à mesure, j'ai pu évoluer. Je me suis retrouvée à travailler sur les sites internet du groupe. Donc aujourd'hui MyTF1, à l'époque c'était pas tout à fait ça. Néanmoins, j'étais plus sur la partie éditoriale, donc concevoir du contenu, écrire du contenu, et pas du tout d'ailleurs sur la partie acquisition. Comment je suis arrivée aujourd'hui à ce métier? Eh ben, c'est grâce à des rencontres. On y reviendra sans doute juste après. C'est grâce à une amie d'école, de commerce que j'ai fait à Reims, donc Épernay aussi. Je suis à fond avec vous aujourd'hui, que j'ai fait à Reims et qui a donc
cofondé Make.org et qui un jour m'a appelé après, pendant que moi j'étais au chômage, en me disant j'ai une petite tâche pour toi si tu veux te remettre en selle. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé par faire du CRM, donc entrer des emails dans un logiciel d'email pour pouvoir contacter nos utilisateurs. Et de fil en aiguille, j'ai appris ce nouveau métier qui est l'acquisition et qui est aujourd'hui quelque chose qui me plaît et qui est primordial dans l'activité de Make.org. Et donc, c'est très intéressant d'avoir pu monter en compétences dans ce domaine-là. Super, merci. Tu as parlé du coup, de ton expérience chez TF1. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton background en termes d'études? Tout à fait. Alors moi j'ai fait du coup un bac scientifique, si on commence vraiment par la base, suivi d'une classe préparatoire économique et sociale, je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, et je suis allée en école de commerce à Reims pendant bac plus 5, et j'ai fait mon stage de fin d'études justement chez TF1 et je l'ai pas quitté pendant 10 ans. Donc j'ai eu des belles opportunités de progresser en interne. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter une journée type dans ta vie de acquisition manager? Alors, comme je vous le disais, il y a beaucoup de chiffres. En fait, le matin, moi, ma première chose, c'est de mettre à jour tous nos chiffres, toutes nos campagnes pour évaluer la performance. Est-ce que les actions, que j'ai entreprises, par exemple, sur la plateforme Meta, sont à la hauteur de mes espérances? On a des objectifs clés en termes de retour sur investissement. Et si les campagnes fonctionnent comme il faut, qu'on est dans cette fourchette d'objectifs clés, tout va bien. Et si par contre ça dépasse l'argent qu'on est prêt à mettre pour qu'un visiteur vienne sur le site, eh bien là, il faut qu'on se pose des questions. Du coup, ma journée, c'est ça, c'est d'abord me dire est-ce que tout va bien ou est-ce que tout va pas bien. Après, plus globalement, moi j'interviens à différents niveaux dans le parcours de vente, notamment parce que nous, en fait, Make.org spécifiquement travaille soit avec des entreprises, soit avec des collectivités locales. Et donc, on va démarcher ces typologies de clients en leur disant, voilà, on pense que une consultation correspond bien à ce que vous voudriez faire. Et moi, j'interviens dès cette proposition commerciale en disant, voilà, si vous mettez X milliers d'euros, par exemple, vous pouvez espérer avoir X milliers de participants. Donc, moi, je travaille vraiment de manière transverse entre à la fois les équipes commerciales, à la fois les équipes qui gèrent le projet en lui-même, parce qu'ils reviennent vers moi souvent pour me dire est-ce que tu penses que ça marche bien, est-ce qu'on va atteindre nos objectifs, qu'est-ce que tu en penses, et j'interviens du coup au quotidien pour créer ces campagnes-là, pour les monitorer, pour les améliorer. Par exemple, si on constate que nos publicités ne sont pas assez performantes, on peut retourner voir les designers et dire ah, il nous faut des nouveaux visuels, qu'est-ce que tu penses de ci, de ça. Donc c'est un travail qui est très central, beaucoup d'interactions avec plein de métiers différents, même avec la finance, parfois même avec les équipes tech de développement. Donc moi c'est quelque chose qui à titre personnel me plaît beaucoup. Super, juste un petit commentaire de Stéphanie du coup qui t'écoutait parler de ton passage de l'éditorial à l'acquisition, qui dit donc on peut passer de l'édito à l'acquisition. Plutôt chiffré. Oui, tout à fait. Après, il ne faut pas avoir une aversion pour les chiffres. Là, je pense que la passerelle se fait moins facilement. Néanmoins, quand on évolue déjà sur des sites internet, sur l'édito, on a quand même une conscience un peu produit, si je puis dire. Et on a aussi une aisance à l'écrit qui est aussi agréable quand on fait de l'acquisition, parce qu'il faut non seulement concevoir des visuels, mais aussi concevoir des textes, des choses qui sont impactantes. Et du coup, ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise plutôt bien quand on est côté édito. Ça marche. Si parmi les gens qui nous écoutent, certaines personnes se disent tiens, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser d'être acquisition manager, est-ce que tu aurais des formations à leur recommander pour pouvoir faire ce métier ou des voies particulières? Est-ce qu'il y a un parcours à faire? Tu vois, on n'est peut-être pas obligé de devenir manager tout de suite, acquisition manager. Parce que... Non, c'est sûr que voilà, là c'est l'opportunité de travailler en start-up qui fait que j'ai progressé assez vite. Alors en termes de formation, comme j'en ai pas suivi moi-même, c'est un petit peu compliqué de vous conseiller. Néanmoins, aujourd'hui, on a beaucoup de ressources sur Internet notamment de personnes qui ont monté leurs propres agences, qui vous expliquent un petit peu les stratégies à mettre en œuvre sur les principaux réseaux sociaux. Moi, ma spécialité, c'est vraiment les réseaux sociaux, donc je me concentre aujourd'hui là-dessus. Je peux pas vraiment vous parler sur les publicités à la télé, par exemple, ou dans les magazines. Néanmoins, à mon avis, une bonne école aujourd'hui, c'est de passer par une agence. Aujourd'hui, vous avez des agences de communication digitale qui ont pour salariés des account managers. Donc, vous êtes en charge pour un client de mettre en œuvre toute sa stratégie justement d'acquisition, avec bien sûr au-dessus de vous un account manager
et des collègues qui font aussi le même métier que vous. Et je pense que cette structure-là, c'est une très bonne école pour apprendre à maîtriser les bases des outils, mais aussi de la stratégie. Super. Est-ce que tu peux peut-être nous parler des aspects que tu trouves les plus cool dans ton job et inversement, par symétrie, les aspects que tu apprécies moins? Ça, c'est le Alors, côté vraiment, quand on parle des live métiers, du coup, c'est vrai qu'on a un petit peu parfois tendance à idéaliser les jobs, et c'est vrai que les gens nous présentent naturellement aussi le côté très positif, mais tout on à sait fait. qu'il y a aussi des aspects parfois un peu moins plaisants, et du coup, c'est un peu l'idée de la question. Alors, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est justement ce que je vous expliquais tout à l'heure, le fait d'être central et d'avoir des interactions avec énormément de services différents, parce que ça me permet d'appréhender, non pas dans les détails, mais d'appréhender un petit peu le travail de tout le monde et de comprendre comment tout ça s'articule au sein de l'entreprise. Et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment, d'avoir des gens avec des méthodes de travail différentes, avec des enjeux différents, et du coup d'essayer de comprendre les enjeux des uns des autres pour essayer de s'adapter et de tous travailler ensemble. Moi, je suis au sein d'une petite structure, hein, on est une quarantaine, donc c'est pas, voilà, c'est pas un gros groupe. Et donc c'est ça aussi qui me plaît dans la manière dont je fais de l'acquisition aujourd'hui. Je ne sais pas si transposer dans une autre entreprise, ce serait les mêmes points positifs. Après, sur les points plus, comment dire, mitigés, c'est quand même un métier qui est du coup, c'est le revers de la première chose que je vous ai énoncée, qui est très exposé. C'est-à-dire que beaucoup de gens regardent ce que vous faites, votre travail est un peu crucial parfois pour la réussite d'un projet ou même pour la santé financière de l'entreprise. Et donc du coup, c'est très scruté, c'est très commenté. Il faut parfois savoir dire non, attendez, j'ai mon expertise, laissez-moi faire, on va y arriver, arrêtez tous de mettre votre nez dans ce que je fais. Voilà, donc ça c'est quelque chose, il y a quand même pas mal de pression. Plus ou moins selon les secteurs, hein, parce que j'ai eu l'occasion aussi de discuter avec d'autres acquisition managers qui sont pas forcément soumis, voilà, comment dire, à la même pression de résultats. Certains ont parfois juste des campagnes de notoriété, donc là pour le coup votre ROI est un petit peu plus flou. Mais voilà, moi je sais qu'aujourd'hui c'est à la fois l'inconvénient et le point positif, c'est que c'est très central. Donc il y a à la fois du bon et du moins bon. Je vais Ah oui, commenter merci. ROI Oui, et Madeleine, de la traduction. effectivement, je me Oui. permets de réagir puisqu'il y a une question. Le communication manager, je pense que c'est, pour le coup, moi, je ne sais pas exactement ce que recoupe cette appellation, ce que recouvre, pardon, cette appellation. Néanmoins, je pense que la communication manager, elle est plus là pour faire parler de l'entreprise en elle-même, plutôt que spécifiquement une action comme aller vendre, je sais pas moi, la paire de chaussures qui vient de sortir au catalogue et donc on veut faire un gros push et on veut vraiment en vendre beaucoup. Ça c'est plutôt à mon sens de l'acquisition, de la responsabilité de l'acquisition manager, mais je suis pas 100% sûre de ma réponse. Ça marche. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les partager dans le chat. En attendant, je déroule mes questions. Est-ce que tu peux nous dire pour toi quelles sont les qualités qui font un bon acquisition manager? Alors, c'est quelqu'un qui est curieux, je dirais. C'est quelqu'un qui sait continuer de se renseigner sur les tendances. Parce que comme on fait quand même, moi encore une fois je vous dis, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, donc il faut pas être trop éloigné de ce qui se fait en termes de communication pour pas avoir un train de retard. Il faut être très rigoureux. Ça, c'est vraiment un point extrêmement important, la rigueur, parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'analyses de chiffres et des décisions stratégiques peuvent être prises sur ces analyses-là. Donc, si vous manquez de rigueur, que vous annoncez un chiffre qui est faux et que tout découle de ce chiffre faux, ça risque de porter à conséquence et ça peut avoir des conséquences très impactantes. Et enfin, je dirais qu'il faut être comment dire, il faut aussi être à l'écoute de ce dont les autres services ont besoin parce que, enfin, ça dépend dans quel contexte vous le faites, mais effectivement, quand on intervient en amont dans une relation commerciale avec un client, il faut savoir écouter ce que veut le client pour pouvoir adapter sa stratégie en se disant bon ok, il veut cibler tel type de public, donc moi de par mon expérience je sais que ça coûtera peut-être plus cher d'aller cibler ce type de public là, ou à contrario qu'on n'aura pas trop de difficultés. Donc il faut savoir interpréter les demandes et les besoins et les transcrire dans sa stratégie et prendre du coup des décisions en fonction
du besoin des clients ou du besoin du client interne, si c'est un client interne. Voilà, de savoir un peu retranscrire ce qu'on nous demande en stratégie, en ciblage et en budget. Après, dire, bon, bah, je mets tant de budget sur telle typologie de personnes, tel budget sur telle autre typologie. Voilà, je pense. Merci. On parlait tout à l'heure de rencontres. Est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les rencontres marquantes dans ton parcours et pourquoi elles ont joué un rôle important dans tes décisions? Alors, je vais me concentrer sur 2 rencontres qui ont eu un impact fort sur ce que je fais aujourd'hui. La première est effectivement celle dont je vous parlais tout à l'heure, de Alicia Combas, qui est donc cofondatrice de Make.org et que j'ai eu l'occasion de rencontrer pendant mes études à Reims, dans mon école de commerce. Donc, on était amis avant même que j'intègre Make.org. Donc, c'est une vraie rencontre parce que c'est elle qui m'a donné ma chance et qui m'a dit... voilà, je pense que c'est pas grand chose, mais comme à cette époque-là, j'ai eu une période de chômage, elle m'a dit c'est vraiment pas grand chose, mais si tu veux te remettre le pied à l'étrier, viens chez Make, on a un contrat en CDD, voilà, on a une charge à combler. Donc, et c'est elle qui m'a fait confiance là-dessus. Elle m'a dit t'inquiète, tu vas arriver. J'avais jamais fait ça de ma vie, mais elle m'a dit t'inquiète, tu vas y arriver. Et du coup, elle m'a fait aussi confiance après pour me voir évoluer et me confier des responsabilités. Et la deuxième personne que j'en profite d'ailleurs pour remercier, c'est Bénédicte Ponce, qui était ma responsable quand je suis arrivée chez Make.org et qui m'a permis vraiment de grandir sur plein d'aspects. C'est-à-dire que non seulement elle m'a formée au métier, parce que c'est elle qui m'a transmis ses connaissances et qui a transmis les connaissances que j'ai aujourd'hui, mais aussi elle a été vraiment un moteur pour moi. Elle a su me pousser quand il fallait, que ce soit dans la qualité de mon travail, dans la charge de travail ou même en termes de management. Donc vraiment, ça a été pour moi 2 rencontres assez décisives, surtout ces dernières années. Super. Est-ce que justement, au moment où Alicia est venue te chercher, tu as eu des hésitations avant d'accepter? Et qu'est-ce qui fait que tu as sauté le pas? Et oui, il y avait des hésitations, clairement. Déjà, comme beaucoup, j'imagine, le syndrome de l'imposteur, car c'était un métier que je n'avais jamais fait. Il y avait quand même aussi, de mon côté, le fait de passer d'un grand groupe qui était TF1 à une start-up en devenir qui était Make.org. Donc pareil, moi j'étais très habituée à faire, à avoir le confort, dirons-nous, d'un grand groupe. Et je me suis dit, est-ce que je vais être capable de tenir le rythme? Parce que une start-up, on a toujours cette impression que les gens sont sur le pont 24/24, qu'il faut jamais s'arrêter. Et donc c'est ça qui avait un peu créé des appréhensions pour moi, et aussi le fait, mine de rien, de travailler pour une amie. Ça met une pression supplémentaire, ou en tout cas, moi, ça m'a mis une pression supplémentaire de me dire, attends, je veux pas la décevoir, imagine, ça ne le fait pas, comment ça se passe? Et au final, comme j'ai vu qu'elle me faisait confiance, et comme initialement, la mission était tout de même restreinte, et elle m'a dit, t'inquiète pas, c'est un petit truc, donc je me suis dit, ça ne coûte rien d'essayer. Si ça se passe mal, de toute façon, le temps est limité, et a priori, j'ai quand même, j'avais quand même travaillé 10 ans, j'étais pas tout à fait novice. Pour rentrer des emails dans un logiciel d'email, je me suis dit que je devrais y arriver et que c'était une belle opportunité, en plus de connaître quelque chose de complètement différent, d'aller dans une start-up et d'apprendre des nouvelles choses. Donc, j'ai sauté le pas malgré les appréhensions. Super. C'est intéressant que tu parles du syndrome de l'imposteur parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent et dont on parle pas assez, je pense. Si quelqu'un qui nous écoute souhaite se lancer et de venir se lancer dans l'acquisition, est-ce que tu aurais des conseils à lui partager? Des choses que tu aurais aimé qu'on te dise à l'époque? Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise à l'époque? C'est une bonne question. Au-delà des qualités que j'ai déjà énoncées, je pense que le conseil, c'est c'est pas facile, d'arriver à trouver du temps pour continuer à être curieux, comme je le disais tout à l'heure. En fait, l'acquisition, il y a un côté très, je vais être honnête, très redondant, puisqu'on fait souvent les mêmes tâches de configuration, d'évaluation du retour sur investissement, etc. Donc il y a un côté très redondant, et on peut vite se laisser un peu emporter là-dedans sans se soucier de savoir si on est encore entre guillemets à la page, et de savoir si ce qu'on produit est encore en adéquation avec les gens à qui on souhaite montrer nos campagnes d'acquisition. Donc je pense que le conseil, c'est de se dire, ok, j'ai envie de faire de l'acquisition, je commence à maîtriser les outils. Donc ça, effectivement, c'est un bon basique, se dire je maîtrise les outils. Par outils, j'entends
tout ce qui est pour ma partie médias sociaux, donc Meta, X, Snapchat. Donc on n'est pas obligé d'être un utilisateur quotidien personnellement, mais il y a quand même des outils qu'il faut maîtriser pour pouvoir juste en fait diffuser sur ces plateformes des contenus payants. Donc il y a des outils à maîtriser, mais une fois que ces outils sont maîtrisés, il faut arriver à se dire bon bah je fais la petite étape supplémentaire de me dire bon je regarde dans d'autres secteurs de métier comment ils font l'acquisition, je regarde s'il n'y a pas des blogs, des gens qui sont en agence qui produisent du contenu qui pourraient m'inspirer, etc. Donc voilà, rester toujours curieux et ne pas s'arrêter à la maîtrise technique de l'outil. D'accord. Une question qui concerne du coup maintenant plutôt le sens au travail. Pour Chance, en fait, le sens, c'est un alignement entre 4 piliers et pas uniquement juste la finalité, parce que souvent on perçoit la finalité de son travail comme étant le sens. Pour nous, chez Chance, c'est 4 piliers qui font l'alignement. Le premier étant le métier, donc les missions qu'on a au quotidien, que tu as pu décrire d'ores et déjà. Le second pilier, c'est la finalité. À quelle fin donnez-vous votre énergie? Quelle est la cause les causes que vous défendez à travers votre travail? Troisième, c'est l'environnement, le type et la culture de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Est-ce que vous préférez travailler dans un grand groupe? Est-ce que vous êtes plus à l'aise dans une PME, dans une start-up? Et le dernier, c'est les impératifs personnels. Évidemment, on a aussi un petit peu tous besoin d'un équilibre vie pro, vie perso. Donc c'est là qu'on a des questionnements autour des horaires. Est-ce qu'on veut avoir plutôt est-ce qu'on est dans une phase de sa vie, on peut travailler de façon un peu presque illimitée, ou est-ce qu'on a plus envie d'équilibre et vraiment d'avoir d'un côté la vie pro et de l'autre la vie perso, la rémunération, la localisation, etc. Tout ça, ça rentre dans les impératifs. Est-ce que tu peux nous dire, toi, quel sens tu trouves dans ta vie pro avec ces 4 piliers? Alors, si on parle des missions, pour commencer, moi, le sens que j'y trouve, c'est vraiment les interactions avec les gens. C'est l'humain. Et c'est quelque chose qui a été, qui est transverse à toutes mes expériences, qu'elles soient en acquisition ou précédemment. C'est vraiment l'humain, avoir un rôle transverse, avoir beaucoup d'interactions avec d'autres équipes, apprendre des autres équipes et être aussi un petit peu en support des autres voilà, équipes. Je l'ai dit 4 fois, mais voilà, vous avez compris, c'est important pour moi d'avoir justement ce rôle d'humain au milieu d'autres humains et de les aider et de les accompagner. Sur la finalité, moi, aujourd'hui, je mets mon énergie dans l'acquisition pour 2 choses. Pour satisfaire nos clients, déjà, il faut être honnête, parce qu'on est une start-up et on a besoin, voilà, d'avoir des clients qui sont satisfaits et c'est toujours hyper valorisant. Nous, il y a quelque chose qu'on fait une fois par trimestre, c'est qu'on fait venir un client qui nous explique en quoi la consultation qu'il a menée sur make.org a eu un impact concret, soit sur les collaborateurs, soit sur la prise de décision. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous aide à nous dire ce qu'on a fait a servi à quelque chose. Il y a eu des impacts dans la vraie vie. Et ça, c'est super. Et aussi, on a la chance chez make.org d'avoir make.org Foundation qui, eux, agissent sur le terrain en fonction des résultats des consultations. Donc, il y a vraiment quelque chose où là, l'énergie, elle est mise pour arriver à quelque chose de concret qui, normalement, transmet du positif dans la vie des gens. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me motive beaucoup. Sur l'environnement, encore une fois, l'environnement, moi, je mets les gens dedans. L'environnement, pour moi, c'est les gens, c'est leur capacité à être solidaires dans les moments difficiles, sur leur capacité à, au contraire, j'allais dire au contraire non, mais dans les moments plus joyeux, d'être vraiment joyeux, d'être des humains qui aiment les autres humains. Et ça, c'est quelque chose que j'ai connu à la fois dans TF1, parce que j'ai eu la chance d'évoluer dans des équipes un petit peu plus restreintes, où il y avait vraiment un sens de la communauté. Et c'est quelque chose que je retrouve beaucoup chez make.org. Et ça, c'est génial quand vous avez un moment difficile et que vos collègues ils vous envoient un message en disant ça va, comment tu te sens aujourd'hui, ça a l'air un petit peu dur pour toi. Donc ça, c'est vraiment hyper positif. Et moi, ça m'aide tous les jours à me dire, quand il y a des moments de moins bien, où on se dit, mais en fait, je fais tout le temps la même chose. Il y a des jours comme ça, on se dit, mais je fais pareil que hier et pareil que avant-hier. De se dire qu'en fait, on sait qu'on peut compter sur les gens et que si on va voir quelqu'un en disant, tu peux m'aider, là, j'ai vraiment un truc qui ne marche pas, et ils seront toujours là pour vous. Et ça, c'est hyper, pour moi, c'est vraiment de l'essence, quoi. Ça me donne de l'énergie.
C'est un moteur, voilà, c'est ça que je cherchais, c'est pas l'essence. Et ensuite, personnellement, sur les impératifs personnels, oui, moi je suis pas dans cette période de ma vie où je peux me donner corps et âme à mon travail. J'ai aussi des impératifs personnels et j'ai cette chance d'avoir pu trouver cet équilibre, notamment chez Make.org, parce on a le droit de balancer entre le télétravail, le présentiel, c'est très flexible. Et du coup, moi, c'est vrai que ça me permet de bien organiser ma vie personnelle. Et tu parlais de rémunération, Nicolas. C'est vrai que ce sont des métiers aujourd'hui qui sont assez bien payés. Hein. C'est pas, voilà, on n'est pas dans le top, mais on n'est pas non plus dans le bas. Et je sais que Make.org a fait un effort justement sur cette rémunération pour s'aligner par rapport au marché. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui, pour moi, a été très positif parce que le revers parfois des grands groupes, c'est que pour progresser de manière salariale, sur le salaire, c'est un petit peu plus lent. Donc voilà, ça moi je trouve que j'ai cet équilibre-là aujourd'hui entre mes impératifs personnels, mes impératifs en tant que acquisition manager, et ça s'équilibre plutôt bien. Je sais pas dans d'autres contextes, dans d'autres types d'entreprises, si ça s'équilibre autant. Je vous parlais des agences tout à l'heure. Il est possible que là, par contre, on vous demande un investissement qui soit sur des plages horaires beaucoup plus longues, peut-être une disponibilité aussi plus longue également dans la journée. Voilà. Merci beaucoup Magali pour cette réponse complète. Pour ça, j'avais préparé. C'était très bien. On a une question de Stéphanie dans le chat qui demande si vous êtes plusieurs au service acquisition. Alors, malheureusement non. Malheureusement non. J'aimerais bien, pour être tout à fait honnête, parce qu'on a quand même pas mal de travail. Quand je dis en fait, je suis accompagnée d'une personne qui est soit en alternance, soit en stage. Néanmoins, je suis la seule plein temps. Enfin, voilà, je suis la seule en CDI sur ce poste-là. Ce qui complique un petit peu la tâche, mais à la fois ce qui correspond aussi avec la dimension de l'entreprise aujourd'hui. Mais oui, pour l'instant, je suis seule. Il n'y a pas de campagne sur Google. Oui, parce que du coup, c'est vrai que tu parlais tout à l'heure pas mal de méta. Est-ce que c'est principalement sur les réseaux sociaux, pas que méta d'ailleurs? Tu parlais aussi, je crois, de TikTok, non? De X et Snapchat. Oui. X. Ouais. Oui. Et du coup, est-ce qu'il y a aussi des campagnes sur Google? Alors, on a déjà essayé, mais en fait, notre produit ne se prête pas vraiment à ce type de... Enfin, sur Google, il y a deux typologies de campagnes. Vous avez les campagnes de recherche, donc quand les gens font des actions spécifiques, s'ils se mettent à chercher consultation citoyenne, là, on pourrait ressortir. Mais c'est pas une requête que les gens font. Les gens cherchent pas forcément... c'est pas forcément ça. Et l'autre typologie de publicité sur laquelle on pourrait aller, mais sur laquelle aujourd'hui nous n'allons pas, parce que nos premiers tests n'étaient pas concluants, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est display, donc les bannières sur d'autres sites, les petits carrés que vous pouvez voir parfois sur des sites de news, à droite, voilà le nom des sites de news. Aujourd'hui, on ne le fait pas parce que malheureusement, c'est pas assez intéressant pour nous. Mais c'est tout à fait possible. Acquisition, ça recoupe tout ça. Ça recoupe effectivement Google aussi, bien sûr. Oui, en fait, ça dépend beaucoup de l'entreprise pour laquelle tu travailles et quel est son but et où se trouve son audience. Exactement. Mais de toute façon, ce qui est intéressant en acquisition, c'est qu'on est amené à retester les choses régulièrement. C'est pas parce que Google fonctionne pas, je veux dire en 2022, qu'en 2024 peut-être on ne trouvera pas quelque chose qui fera que ça fonctionne, etc. Ça marche. On arrive bientôt à la fin de notre live. Si des personnes ont des questions pour toi, notamment parce que du coup, certaines personnes ont pu assister au live en direct, mais on aura aussi le replay derrière. Est-ce que, si les personnes ont des questions, est-ce qu'elles peuvent te contacter sur X, sur LinkedIn? Est-ce que tu as un moyen de communication préféré? Sur LinkedIn, c'est très bien. Ça marche. N'hésitez pas à m'envoyer un message, j'essaierai d'y répondre. Alors, peut-être pas dans la minute, mais je serai là. Dans les 2 minutes. Dans les 2 minutes. Ça marche, merci beaucoup. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions du coup. Et puis peut-être également, ce que je peux préciser, c'est que le live d'aujourd'hui, comme tous les lives qu'organise Chance tout au long de la semaine, les lives métiers, ça fait partie de ce qu'on appelle chez nous des actes d'entraide, notamment dans le cadre professionnel. Chance, comme je le disais, est une communauté d'entraide, donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Je vais vous partager un lien
dans le chat. Ça vous permet notamment, en vous inscrivant, de pouvoir aider les personnes qui ont justement besoin d'aide professionnelle ou également d'en demander si c'est le cas. Donc, merci beaucoup encore une fois pour ton temps, Magali. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Et je vous souhaite du coup une bonne soirée. Merci à tous.